démarrer. Et je vais passer la parole donc à Elisabeth Joly-Chinès, vice-présidente de la FEMS. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau jeudi de la FEMS consacré au plan de sauvegarde des œuvres. Donc on est ravis, de vous voir aussi nombreux, aujourd'hui. C'est une de nos plus grosses affluences et c'est très heureux sur un sujet aussi important, qui est vraiment lié à nos premières missions de préservation, de conservation des œuvres, mais qui donne aussi l'occasion d'un vrai travail transversal et en profondeur sur les collections. Donc c'est une démarche, aussi vertueuse pour sa conduite elle-même que pour les résultats, qu'elle produit. Donc, je vais pas m'étendre davantage, juste remercier vraiment beaucoup l'AFROA, hein, représentée aujourd'hui par Anne-Laure Rameau et Anaïs Desnaux, qui vont animer cette rencontre et aussi bien sûr remercier, nos intervenants. Xavier Corré, donc responsable des collections du Musée d'histoire de Marseille, qui nous rejoint, très, très bientôt. Lise Munoz-Nouveau, des responsables de la régie des œuvres du musée de la Poste, et Audrey Roche, directrice de Muséal au département de l'Ardèche. Et un grand merci à François pour la coordination et à vous toutes et tous pour votre intérêt et le partage de vos expériences. Donc Anaïs et Anne-Laure, je vous passe la parole et je vous remercie. Merci Elisabeth et merci François. La FROA souhaite remercier tout particulièrement la FEMS pour cette invitation. Nous sommes très heureux de cet partenariat aujourd'hui sur le sujet du plan de sauvegarde des biens culturels. Je suis en train de charger le truc, mais il apparaît pas. Ça marchait il y a 5 minutes. Alors je vais le réouvrir. C'est souvent comme ça, Anne-Laure. Voilà, c'est ça, c'est alors. Voilà. Hop, c'est bon. C'est bon, il est affiché? Oui, mais est-ce que tu Super. peux me le mettre en mode présentation, Anne-Laure, s'il te plaît? Je suis pas en mode présentation là? On voit les slides sur le côté et le bandeau d'outils en Ah haut. mince. Alors, pourtant je suis passée en présentation. Moi là, je l'ai en plein écran, vous l'avez pas? Non. Pourtant ça marche. Si jamais on voit, on voit suffisamment, on peut peut-être faire avec ça. Toujours pas? Non, mais on va y aller comme ça ira. Je pense qu'on voit suffisamment bien. Donc, je suis Anaïs Desnaux et je suis aujourd'hui ici avec Anne-Laure Rameau. Nous sommes toutes les deux administratrices à l'AFROA. Je vais vous présenter un peu plus ce qu'est l'AFROA, l'Association française des régisseurs d'œuvres d'art. Si tu peux passer, Anne-Laure, la slide suivante, s'il te plaît. Je suis dessus. Ça Vous la passe, voyez pas? ça tourne pas. OK. Alors attends, je vais refaire le partage. Ça marchait il y a juste 5 minutes. C'est pas grave. Je confirme. Mais si jamais je prendrai le relais, Anne-Laure, si jamais ça marche pas de l'autre côté, non? Ouais, et ben je refais une tentative et puis, On est sur la deuxième slide, merci. c'est sur le tu la vois là? Oui. OK, bon, ça marche. Donc l'AFROA, l'Association française des régisseurs d'œuvres d'art, est une association qui a été créée en 1997 pour accompagner la reconnaissance et la compétence spécifique des régisseurs d'œuvres, des professionnels de la régie. L'association a pour mission d'affirmer l'identité des professionnels de la régie, de promouvoir le métier, de participer à la reconnaissance des professionnels et surtout de renforcer les liens entre les membres sur le territoire national et de développer un réseau, notamment par des actions via des antennes régionales et de mettre en réseau les différents adhérents de l'association. Nous organisons des événements et l'AFROA a notamment travaillé
sur le sujet du plan de sauvegarde en 2021 et en 2022, puisque la FROA a organisé en 2021 des workshops sur le thème des plans de sauvegarde des biens culturels, avec des workshops dans toutes les antennes des régions. Et en 2022, nous avons eu 2 grandes journées sur les plans de sauvegarde des biens culturels. Est-ce que tu peux passer à la numéro 3 ? Je suis passée sur la numéro 3. D'accord. Peut-être je vais laisser la main pour le PowerPoint parce que du coup, visiblement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que François, Ouais, on va tenter de faire ça. Oui. tu peux essayer? Tu l'as en PDF et en PowerPoint, donc je ne sais pas ce que tu préfères. Ouais, je vais. Là, tu l'as ouvert en PDF, je pense. Bon. Merci François. Ouais, on va tenter comme ça. Donc après la présentation de la FROA, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous replacer le cadre qui existe lié au plan de sauvegarde des biens culturels. À ce jour, il n'existe pas d'obligation d'implémenter le plan de sauvegarde des biens culturels dans vos institutions, mais il existe cependant des recommandations qui émanent de différentes instances. Le plan Orsec est un plan qui peut être actionné par la sécurité civile via la préfecture, et ce plan Orsec existe depuis 2005. Depuis 2014, un décret a été intégré à la réforme du plan Orsec qui indique dans un article que le dispositif opérationnel Orsec départemental définit les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels ceux destinés à assurer la protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement. C'est la première fois où un décret a cité la protection du patrimoine culturel comme étant un objectif. Il y a eu ensuite en 2016 une note du directeur général des patrimoines qui indiquait que dans le cadre de la protection du patrimoine culturel, il est demandé aux chefs d'établissement culturel de réaliser leur plan de sauvegarde des biens culturels, qui serait le document opérationnel en situation d'urgence. En 2019, il y a eu la situation que nombre d'entre nous connaissent, à savoir le grand incendie de Notre-Dame de Paris, ce qui a activé davantage les instances, et des préconisations ont été faites par le service des musées de France en 2021. Le C2RMF et le SMF ont conjugué leur expertise afin de produire des préconisations et des spécifications techniques visant à intégrer la problématique du plan de sauvegarde dans la gestion informatisée et pérenne des collections. Et le C2RMF a édité un guide pour la mise en place opérationnelle du plan de sauvegarde. Aujourd'hui, on peut considérer que le plan de sauvegarde est un miroir ou un pendant du plan de conservation préventive. Le plan de sauvegarde est à actionner lors d'un moment clé, lors d'une crise grave, et le plan de conservation préventive participe de la prévention sur le long terme et de la gestion des risques au quotidien. Le plan de sauvegarde participe de la gestion des risques en situation exceptionnelle, mais ces deux plans peuvent se recouper dans certaines situations, notamment sur la mise à jour, la surveillance, la ronde, les relevés climatiques. Ce sont des choses que nombre d'entre vous font déjà dans le cadre du plan de conservation préventive au quotidien, qui sont intégrables au plan de sauvegarde des biens culturels. On vous a mis ici un schéma qui a été réalisé par Gaëlle de Guichin pour l'ICROM, qui explique les causes de la détérioration des biens culturels. Sur le côté gauche, en bleu,
vous pouvez voir les causes de détérioration qui sont immédiates et drastiques, qui correspondent à des causes de détérioration lors d'un sinistre ou lors d'une crise. Et sur la droite, on voit les causes de détérioration longues et cumulatives en vert, qui sont des causes qu'il est possible de gérer dans le cadre du plan de conservation. On voit que l'ICROM considère que les causes de détérioration gérables par le plan de sauvegarde et par le plan de conservation préventive sont toutes des causes regroupées sous un seul schéma, puisque ces deux plans, comme je vous l'ai dit, se recoupent. Donc, ici, on vous a mis les étapes clés pour un plan de sauvegarde. On pense souvent, lors de la rédaction du document opérationnel, à la prévision, aux mesures permettant de limiter les dommages. Et on pense souvent dans le document opérationnel à la gestion du sinistre, c'est-à-dire l'intervention et les mesures mises en place lors du sinistre. Mais bien trop souvent, on oublie d'intégrer deux phases extrêmement importantes qui sont la prévention et les phases de rétablissement. Il est vraiment important, lorsque vous travaillez sur le plan de sauvegarde, d'intégrer les phases de prévention qui permettent de limiter la survenue du sinistre. Et c'est ces phases de prévention qui vont se recouper avec le plan de conservation préventive. Et il est important également de réfléchir en amont, lors de la rédaction du plan de sauvegarde et de sa mise à jour, aux mesures pour le rétablissement, puisque lorsque le sinistre arrive, il est très compliqué de penser aux mesures de rétablissement. Il est toujours bon de les anticiper avant le sinistre, en amont, lors de la rédaction. Agir à court terme et se préparer à être prêt, ce sont des éléments clés. Est-ce qu'on peut passer à la suivante pour la prévision et l'intervention? Il est notamment essentiel de connaître... Là, je vais peut-être passer la parole à Anne-Laure, pardon. Oui, je vais passer la parole à ma collègue Anne-Laure Rameau qui va vous parler de se préparer pour l'intervention. Alors, merci Anaïs. Donc, moi, je vais vous présenter les points importants quand on travaille sur la rédaction du PSBC. Donc, structuré sur le bâtiment, puis les collections, les ressources, la phase de validation et la phase d'intégration du plan dans le plan de charge plutôt quotidien des équipes. Vous voyez qu'on a signalé qu'il fallait contacter son SDIS compétent parce qu'il y a des SDIS plus ou moins sensibilisés à la protection du patrimoine culturel. Donc, vous aurez plus ou moins de répondants du côté des SDIS, mais en tout cas, il y a forcément un moment dans le PSBC où vous aurez besoin d'être en lien avec eux pour les phases notamment de validation. Donc, il est bien de les contacter dès le début de la démarche pour, de façon à ce qu'ils soient bien au courant quand vous arriverez à la validation du plan. Diapo suivante. Donc, sur la partie bâtiment, donc il est évidemment nécessaire de très bien connaître son bâtiment et pour cela d'avoir des plans. Alors ça paraît un peu bête dit comme ça, mais en fait on n'a très souvent pas les plans de notre bâtiment ou pas à jour ou pas complet, on n'a pas les sous-sols, on n'a pas la toiture. Donc c'est nécessaire d'avoir un travail de rassemblement de plans à jour et un travail d'adressage des espaces. J'entends par adressage le fait d'avoir un nom très clair pour chaque espace, puisqu'on a tous, et ça marche très bien dans le quotidien, des noms habituels, des noms d'usage pour nos espaces. Alors, on va dire la salle 17e, les sculptures 20e, ou parfois même, je suis sûre que vous en avez tous, l'ancienne réserve de tableaux qui est devenue en fait une salle d'expo depuis 20 ans, mais on continue à l'appeler comme ça. Pour les personnes de l'extérieur, ça n'est pas du tout lisible. Donc, si vous avez des intervenants extérieurs dans le PSBC, il va falloir vraiment pouvoir leur dire c'est la salle 4 au premier étage, ou c'est la réserve l'EPI 1, travée 1, étagère 1 dans la réserve 4, et que tout ça soit bien reporté sur un plan.
Sur les plans, vous allez avoir toute la question de faire figurer les accès, les dispositifs de sécurité incendie comme les robinets d'incendie armés, les locaux à risque, les dispositifs techniques comme les coupures d'eau, coupures d'électricité, ce genre de choses, et tout ce qui est canalisation d'eau propre et sale, réseau sous pression ou réseau gravitaire. Si on travaille sur informatique, c'est bien de pouvoir se faire des calques, comme ça vous pouvez éditer des plans avec plus ou moins de calques selon le besoin du plan et la personne pour laquelle vous éditez ce plan. Quand on connaît son bâtiment, il faut aussi donc faire l'analyse des risques présentés par ce bâtiment, les risques internes, notamment liés à l'eau, donc tout ce qui est canalisation, la canalisation qui fuit ou qui rompt, c'est le grand classique, et le feu, et notamment le feu électrique. Une grande partie des incendies ont une cause électrique, et on a souvent des réseaux électriques dans nos bâtiments dont on ne connaît plus très bien la structuration à force d'aménagement et de réaménagement. Donc c'est intéressant d'avoir bien cette vision sur les réseaux électriques. Et les risques externes, notamment les risques majeurs, donc les petits pictos que vous avez, ce sont les risques majeurs, picto édité par le ministère de l'Environnement. Donc là, vous avez des risques majeurs d'origine naturelle, comme les submersions marines, les crues par débordement, les rétractations d'argile, et les risques humains, transport matières dangereuses, rupture de barrage. Voilà. Donc, vous pouvez bien identifier le risque majeur auquel vous êtes sujet en allant sur Ma commune face au risque, géorisque. Donc, on peut taper l'adresse de son établissement et voir exactement à quel risque majeur on est exposé. Donc, quand on a identifié ces risques, on va organiser cette surveillance des points sensibles. Si vous savez que vous avez une vieille canalisation au fond de la réserve, vous allez aller la voir plus souvent que la canalisation toute neuve. Ensuite, on va passer aux collections. Donc là, comme le disait Elisabeth, c'est là où on rentre aussi sur un travail de fond, sur les collections, avec la notion de priorisation. Point très difficile, parce qu'on voudrait sauver tout le monde, mais on ne le pourra pas. Donc, il faut vraiment faire une priorisation, sinon le jour du sinistre, vous ne saurez pas quoi choisir, vous ne pourrez pas faire ce choix dans le moment de crise. Donc, il y a des critères évidemment scientifiques, donc on va dire de valeur artistique, historique, rareté, etc. Mais il faut aussi prendre en compte des critères physiques de vulnérabilité, parce qu'un objet très rare, d'une valeur historique très élevée, mais qui va résister très bien à l'eau, qui peut tenir 15 minutes dans l'eau, peut-être vous allez pas forcément le mettre en priorité, alors qu'un objet un petit peu moins rare, qui a un peu moins de valeur scientifique, mais qui est très, très sensible à l'eau, vous allez le mettre en priorité 1 d'évacuation. Et évidemment, il y a aussi des critères d'évacuation ou d'évacuabilité, puisque évidemment, la taille, la fragilité, le poids, la possibilité de déplacer ou pas doit rentrer dans la priorisation pour mettre en priorisation protection ou priorisation évacuation. Évidemment, si on a un objet extrêmement prioritaire qui est rangé tout en bas de l'étagère, peut-être qu'on va repenser le rangement et se dire, voilà, mes prioritaires, je les mets en haut, comme ça, si j'ai une inondation, j'ai 15 cm d'eau dans la réserve, il ne sera pas touché, cet objet prioritaire ne sera pas touché. Et ces collections, il faut aussi les localiser précisément, donc en lien avec l'adressage dont on a parlé juste précédemment, de façon à, quand on doit aller les sortir, ce n'est pas toujours vous qui le ferez, ça peut être des personnes extérieures qui connaissent moins bien les collections de vous. Il faut vraiment être capable de dire, voilà, cet objet prioritaire, il est dans la réserve 4, dans l'épi 1, la travée 4 et l'étagère 8. Et il faut bien prendre en compte les conditionnements de façon à pouvoir dire, vous cherchez une boîte, vous ne cherchez pas une petite sculpture, vous cherchez une boîte et que ce soit clair ce qu'il faut sortir, et voilà, qu'on n'ait pas une perte de temps à chercher une sculpture en 3D alors qu'il faut chercher une boîte. On peut utiliser pour cela des éléments rétro-réfléchissants qui permettent, quand il y a de la fumée, qu'on passe la lumière dessus, ça réfléchit la lumière et donc ça rend visible, avec différentes tailles qui permettent de signaler le conditionnement, mais aussi l'étagère et l'épice qui peut faire un chemin jusqu'à l'objet à sortir. Donc le bouclier bleu France, dont je suis aussi un membre du conseil d'administration et dont on reparlera à la fin de la présentation, propose des logos rétro-réfléchissants que vous pouvez trouver sur le site ou chez Promuséum et qui ont été testés avec des services d'incendie et de secours. Donc après les collections, on va passer aux ressources. Donc il faut identifier quelles sont vos ressources en termes d'espace d'abord, puisque une évacuation, une intervention, c'est souvent des déplacements de collection, donc on a besoin d'espace, des espaces qui vont être de repli,
des espaces de traitement, espaces de séchage notamment, et des espaces de stockage, puisque parfois on ne peut pas remettre tout de suite les collections, il va falloir les stocker. Et ces espaces, ils vont être dans votre bâtiment, parce que selon le type de sinistre, vous pourrez peut-être, le sinistre est dans la partie ouest, vous pourrez aller vous évacuer ou traiter dans la partie de l'autre côté du bâtiment, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Et donc là, il faut regarder si vous avez une école, un entrepôt, etc., proche de chez vous. Donc en plus des espaces, on a les ressources en agents. Donc identifier les compétences des agents, les compétences à acquérir et les compétences qu'on a déjà et les compétences qu'on doit acquérir, et organiser des formations. Il faut aussi penser à comment cela va fonctionner, puisque les sinistres sont toujours le 15 août à 3 h du matin quand il n'y a personne. Et donc, comment j'organise le temps de travail quand les gens doivent travailler en dehors des heures de travail, la nuit ou des jours fériés. Peut-être vous aurez aussi besoin de conventionner avec des institutions quand vos moyens personnels de l'établissement seront dépassés. Vous pourrez peut-être avoir besoin de faire appel à un autre musée, au service d'archives qui est à côté. Et donc, il faut avoir cette notion de conventionnement avec d'autres institutions. Et il faut aussi donc se doter de matériel, et j'insiste sur le matériel dédié, puisqu'évidemment, une partie du matériel, comme les gants, vous pouvez avoir votre stock qui sert voilà, au travail quotidien, et vous aurez besoin pendant le sinistre, mais il faut vraiment que tout le matériel d'évacuation, par exemple, soit dédié, parce que s'il sert aussi au conditionnement quotidien, le jour J, vous n'en aurez plus. C'est vraiment la loi des séries, et donc il faut bien le rendre dédié et de bien organiser le stockage et la disponibilité. Diapo suivante. Donc, il y a une phase nécessaire de validation. Alors, tous les sinistres ne demandent pas l'intervention du service d'incendie de secours. Vous pouvez avoir des sinistres, une petite canalisation qui rompt et qui touche que quelques travées, quelques épis, vous allez le faire vous-même, mais on arrive quand même assez souvent à avoir besoin des services d'incendie de secours, et donc on a besoin de faire cette validation avec visite sur site, une impression du plan tel que vous comptez l'imprimer le jour J pour savoir s'il est vraiment efficace et lisible. Évidemment, si vous avez des retours du SDIS, vous adaptez le plan par rapport à leur retour. Voilà, s'ils vous indiquent que ce n'est pas suffisamment lisible, vous faites une modification du plan. Mais vous aurez peut-être aussi besoin de valider avec des services de votre collectivité, puisque selon les choix que vous aurez faits, si vous faites appel vous aurez besoin de voir vos ressources humaines pour organiser cette question des heures en dehors des heures de travail, la nuit, etc. Vous aurez besoin de faire des protocoles avec eux, le CHSCT évidemment, la commande publique éventuellement, parce que comment vous allez dégager de l'argent rapidement pour acheter du matériel rapidement. Est-ce qu'on fait des marchés avec des fournisseurs avant? Donc tout ça, ça s'anticipe avec la commande publique. Et s'il y a une réserve communale, par exemple, dans votre collectivité, vous pouvez aussi voir comment solliciter la réserve communale pour vos sinistres. Diapo suivante. Ensuite, il y a besoin de faire vivre ce plan, puisque en fait, il va falloir organiser un ou des exercices, parce qu'un plan qui n'est pas testé en grandeur nature, et Audrey nous l'exposera tout à l'heure, ce n'est pas forcément un plan qu'on peut juger complètement validé. Donc, il faut préparer l'exercice. Donc, avec le service d'incendie de secours, vous pouvez faire aussi des exercices en interne, mais à un moment donné, il faudra vraiment bien tester avec les pompiers. Donc, on choisit un scénario. Il est difficile de tester tous les scénarios dans un seul exercice. Donc, on choisit un scénario, on fait l'exercice, et on n'oublie pas de faire un retour d'expérience, donc un rétexte à chaud, c'est-à-dire le jour même de l'exercice, et à froid. Et évidemment, selon les enseignements de ces rétextes, vous faites évoluer le PSBC pour le rendre encore plus efficient. Et puis, on intègre aussi la mise à jour de ce PSBC dans le plan de travail des équipes, parce qu'on a des mouvements de collection, on a des arrivées de nouvelles acquisitions avec une pièce majeure, donc qui va passer dans la priorité 1, donc il faut refaire votre liste de priorisation. Vous avez des aménagements d'espace, donc il faut remettre les plans à jour. Vous avez le personnel qui change, il faut mettre à jour les listes de numéros de téléphone, il faut tenir à jour les recyclages de formation. Et si vous avez des conventions de mise à disposition d'agents avec une autre collectivité, si vous avez des contrats avec des prestataires, évidemment, il faut renouveler tout ça. Donc, il y a une mise à jour nécessaire. Donc, vraiment, le PSBC, ce n'est pas on travaille un an et demi dessus et on le met après dans une étagère. Il y a vraiment un travail régulier à faire sur ce PSBC.
Donc, diapositive suivante. Donc, je repasse la parole à Anaïs pour présenter. Donc là, c'était des actions à court terme, mais il y a aussi des actions à plus long terme à mettre en place. À plus long terme, pour éviter les sinistres, comme je vous le disais au début de l'intervention, c'est l'articulation avec le plan de conservation préventive et c'est la prévention. Donc c'est sur la timeline que je vous ai montrée au début, c'est la première partie qui est bien trop souvent mise de côté dans le plan de sauvegarde, mais ce sont des choses assez faciles à mettre en place puisque bien souvent elles sont déjà mises en place dans vos établissements avec le plan de conservation préventive. C'est-à-dire qu'il faut organiser des surveillances en fonction des risques identifiés. Comme le disait Anne-Laure, voilà, si vous savez que vous avez une fuite à un endroit, c'est renforcer la surveillance sur ces fuites. C'est des choses assez simples. Réaliser des maintenances régulières, efficaces, des aménagements, du reconditionnement, par exemple en réserve, et réaliser des travaux régulièrement. Donc la prévention participe de supprimer autant que faire se peut les causes de sinistres et la prévention via le plan de conservation préventive permet de ne pas activer le plan de sauvegarde en cas de crise. La prévention est donc essentielle. Je vais vous parler maintenant des ressources et des réseaux qui existent sur les sujets du plan de sauvegarde. Comme je vous le disais en début d'intervention, le C2RMF a édité un guide d'aide à la rédaction qui est un guide essentiel pour vous aider à toute la réalisation des étapes que nous avons décrites. Je vous l'ai dit, la FROA a organisé des journées d'études en 2022 et nous avons mis en ligne les ressources liées à ces journées d'études sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez consulter ces ressources sur la chaîne YouTube de la FROA. J'en profite pour vous dire que l'AFROA organise les 25 et 26 juin au musée d'Orsay des journées d'études sur les réserves. Les inscriptions sont encore ouvertes si vous souhaitez y participer. Et la ressource essentielle pour le sujet du plan de sauvegarde plus spécifiquement, c'est le Bouclier Bleu France, qui est une association qui dispense des formations, qui est capable de donner de l'aide dans le cas d'une réponse à l'urgence, qui a un numéro avec une astreinte pour la réponse à l'urgence. Donc, ce numéro est joignable si vous êtes dans une situation de crise et que vous ne savez plus à quel sein vous pouvez joindre ce numéro. Et une journée d'études est organisée le 6 avril au Musée de l'Homme sur le sujet « Intervenir en temps de crise, de la théorie à la pratique ». Le Bouclier Bleu met également en vente les kits dont Anne-Laure a parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez les acheter via leur site internet. Ce sont des petits stickers auto-réfléchissants que vous pouvez apposer, par exemple, dans les réserves qui permettent d'identifier les œuvres prioritaires que bien souvent les SDIS connaissent. Et je crois que c'est tout pour nous. Merci de votre attention. Et si Xavier Corré est arrivé, oui, je vois qu'il est arrivé. Alors, Oui, je crois je que suis là. c'était moi. D'abord, C'est Lynn en premier, ouais. Ah, pardon. Bonjour. Pardon. Bonjour. Eh bien, on va passer donc la parole à Lynn Munoz-Toumet du Musée de la Poste. Merci. Alors, je vais essayer de partager. J'ai eu des petits bugs pendant votre présentation. Ça sautait un petit peu. Alors, j'espère que tout... Oh non, c'est la slide d'avant. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, Lynn. Merci. Alors, merci de m'avoir invitée. Donc, moi, je vais vous parler donc, de la temporalité
notre plan de sauvegarde des œuvres, du temps qu'il a fallu pour le mettre en place au musée de la Poste, mais également du temps qu'il prend sur notre part de travail, notre charge de travail de, de l'équipe. Donc voilà, la première slide, c'est le seul effort graphique de ma présentation. Profitez-en. Donc la réflexion sur le plan de sauvegarde des œuvres, comme pour beaucoup, a débuté en 2016 suite à la note du ministère dont a parlé Anne-Laure tout à l'heure, pour la note du ministère au chef d'établissement culturel pour se doter d'un plan de sauvegarde des biens culturels. Et c'est également l'année, en septembre 2016, où j'ai été recrutée en tant que régisseur pour suivre les travaux de rénovation du musée, parce que c'est une période où le musée de la Poste était fermé au public pour rénovation complète du bâtiment. Et c'est la première fois que la notion de plan de sauvegarde des biens culturels était inscrite dans une fiche de poste au musée de la Poste. C'est redondant. Et donc, c'est également une période donc, de fermeture de musée, de projets de réouverture, et également beaucoup de départs en retraite, donc de réorganisation aussi du service du patrimoine et des expositions à cette période-là. Une autre date clé pour notre processus, c'est 2019, là c'est la réouverture. On a pu réouvrir en ayant une liste PSBC pour les expositions permanentes, pas complètement pour les réserves ou pas pour toutes les réserves. Et ce PSBC a été intégré dans notre réflexion pour l'aménagement des réserves, parce que j'étais également en charge de l'aménagement des réserves sur ce projet. Et 2023, donc la date, donc voilà, il a fallu 7 ans pour aboutir à un PSBC opérationnel au musée de la Poste. On a eu un temps de gestation un peu long, mais qui a été nécessaire et également qui a été construit petit à petit. Parce que les équipes, donc là je reprends l'historique de 2016 à 2019, étaient concentrées essentiellement sur ce projet de réouverture, de rénovation et de déménagement des collections du musée. Et à ce moment-là, le PSBC, ce n'est pas la priorité, mais on le garde, on accumule des informations pour pouvoir le construire petit à petit. D'avoir suivi les travaux, ça nous a permis d'identifier les risques, parce que quand on suit les travaux, on voit le bâtiment se construire strate par strate. On voit concrètement l'épaisseur des murs, on voit les locaux techniques à risque à proximité des réserves. On peut encore, pas toujours, mais on peut quand même jouer alerter sur des points, et donc comme c'est encore en construction, des travaux peuvent être mis en place pour éliminer certains risques, comme par exemple, ça c'est au moment de la programmation, il a été décidé de ne pas mettre de prise électrique dans les espaces de réserve, mais seulement dans les couloirs et les sas, pour éviter les risques incendies. On a fait rajouter un cuvelage aussi dans un local technique, par exemple, en cours de travaux pour éviter que les murs soient perméables à l'humidité du côté de la réserve. Le déménagement des collections aussi en perspective, donc, qui a été réalisé après l'ouverture du musée. Enfin, on a fait une partie pour les expositions donc, en 2019 et l'autre partie en 2020.
Ça a été aussi l'occasion de la remise à plat des assurances. Ça a été demandé par les assurances, mais c'était aussi nécessaire pour nous, pour les déménagements, pour répartir les valeurs donc dans les camions. On a une collection philatélique avec des valeurs fiduciaires énormes, donc on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Et donc, cette mise à plat pour les assurances nous a permis de se poser, d'avoir une réflexion sur la valeur des collections, de faire appel à des experts extérieurs parfois ou internes, les chargés de fonds qui ont pu réviser un peu reprendre les collections et prioriser un petit peu ce qui était important à nos yeux pour les collections, les collections les plus importantes. Et la perspective de l'aménagement de nouvelles réserves a également été, le PSBC a été intégré dans cette réflexion-là, même s'il n'était pas complètement terminé. En termes de liste d'œuvres, on sait, les chargés de fonds connaissent très bien leur collection, le conservateur de l'époque aussi. On savait ce qu'on voulait protéger, ce qui devait être proche des portes pour évacuer rapidement en cas de problème. Donc, on a intégré ça dans cette réflexion. Et cette période-là a été aussi celle du recueil d'informations, c'est toujours le cas, de garder une veille constante sur ce qui se fait ailleurs, avoir des retours d'expérience et de commencer à se former, bien qu'à cette époque-là, avant 2019, c'était encore, il n'y avait pas encore les documents du C2RMF, les normes n'étaient pas complètement arrêtées. On a pu réaliser des formations en interne et faire réaliser des formations sur mesure par l'INP et via le conseiller en sécurité du ministère de la Culture, des services du Musée de France, pardon. On a pu commencer à sensibiliser les équipes aussi en interne, que ce soit la direction ou l'ensemble du personnel. Sans avoir de PSBC à proposer, on a commencé à se mettre dans le bain. De 2020 à 2023, donc là, on passe à une phase plus concrète. Il faut rédiger, il faut pouvoir le palper, ce plan de sauvegarde des œuvres, pouvoir le visualiser. Donc, c'est là qu'on a terminé l'évaluation des risques, terminé des listes d'œuvres prioritaires. Alors, terminé, c'est jamais terminé, des listes d'œuvres prioritaires, mais rédiger des fiches réflexes par type de collection, liste des personnes à contacter, tout ça. On a aussi petit à petit, chaque année, sur tous les fins de budget, fin d'année, acheté du petit matériel pour le kit d'urgence. Et on a continué à sensibiliser le personnel en faisant ce qu'au musée de la Poste, on appelle les espaces temps communication, où l'ensemble du personnel du musée est convié. On a pu faire des présentations. On a également, pour un groupe un peu plus restreint, regroupant le service patrimoine, la direction du patrimoine et des expositions et les services généraux, fait des petits exercices avec les plans, leur a donné les plans sans d'indication, leur dire juste s'ils arrivent à repérer, à comprendre. Et ça nous a permis d'améliorer les plans. Quand on a vu des personnes qui ne savaient pas se repérer sur les plans, on a compris qu'il fallait mieux, par exemple, qu'il fallait mieux situer les ascenseurs, les escaliers. C'était pas trop évident dans les premiers plans pour que les personnes se repèrent. La rue aussi.
quand on l'a présenté également plus tard aux sapeurs-pompiers, on a encore amélioré le plan existant pour une meilleure compréhension des personnes qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas travaillé dessus. Et ça, c'est hyper important parce que quand on a le nez dessus, on ne s'aperçoit pas toujours de choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est pour la temporalité. Le PSBC, donc comme vous l'avez dit aussi, c'est un travail d'équipe au sens large. C'est au départ, ça émane, chez nous, ça a émané du conservateur Madame Agnès Mirambé-Paris de l'époque, qui m'a donc recrutée aussi dans ce sens. Au départ, on est 2, et puis très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas faire un plan de sauvegarde de son côté à 2, il faut partager, il faut avoir l'avis scientifique de nos collègues chargés de fond. Et ensuite, on s'aperçoit aussi qu'il nous faut connaître le bâtiment, son fonctionnement. Donc, il nous faut l'appui des services généraux et de sécurité. Et pour passer ce stade au-delà, il nous faut le soutien de la direction. Donc, sensibiliser la direction et partager aussi sur les objectifs collectifs et individuels, qu'ils soient actés au niveau de la direction pour laisser le temps aux équipes de travailler sur ce projet. Voilà. Et puis un travail d'équipe au sens large parce que on fait appel à d'autres personnes externes et ça stimule et ça permet d'avancer et d'améliorer notre travail. Et au musée de la Poste, on a eu un invité surprise, enfin pas un invité surprise, une personne qui fait partie de mon équipe de la régie des œuvres et qui s'est avéré être le binôme parfait, le binôme de rêve pour ce projet, parce qu'il a une compétence qui nous a permis d'avancer plus. C'est qu'il travaille sur les plans, il peut les modifier. On n'a pas besoin d'externaliser ce travail sur plan, on peut le faire en interne et c'est très précieux. Donc voilà, pour terminer, nous, ce qu'on a mis en place pour se dégager du temps pour le PSBC, c'est la tâche est énorme au départ. On ne sait pas par quel bout commencer. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos institutions. J'imagine que oui, c'est un peu le cas pour tout le monde. Il faut décortiquer la tâche, se donner des objectifs atteignables dans le temps et par étapes. Et également se partager ce travail en fonction des compétences et des connaissances de chacun. Et sinon, seul, on ne peut pas faire un PSBC tout seul. Le travail du coordinateur, c'est de réunir ces compétences. On se réunit régulièrement le plus possible. Il n'y a pas tout à fait un rythme imposé, mais on se donne un objectif pour la session suivante. Et l'objectif est précisé. Il faut que ce soit des réunions pragmatiques et pas... là, on est dans la concrétisation et pas que dans la réflexion. Il faut que ça aboutisse à du concret. Et donc, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est important d'inscrire le PSBC dans les objectifs annuels individuels et collectifs. On s'était donné 2023 pour rendre un PSBC fonctionnel, mis en place au PC Sécurité
ça, c'est l'objectif collectif. Et les objectifs individuels, c'est aussi mettre un pourcentage. Enfin, nous, je ne sais pas si c'est pareil partout, parce que le groupe La Poste, pour les temps d'objectifs annuels individuels, on met en pourcentage la charge de travail de chacun. Et pour nous, on l'a bien inscrit dans les objectifs de chacun. Voilà, et puis on peut aussi se planifier des créneaux. Il faut aussi se planifier des créneaux individuellement, de dire tel jour je travaille que sur le PSBC. C'est difficile, mais il faut le programmer, le planifier, sinon ça passe jamais en priorité dans notre travail quotidien. Et pour garder la motivation sur le long cours, c'est important, comme aujourd'hui, d'échanger avec d'autres professionnels, de rencontrer d'autres personnes intéressées par le sujet, d'échanger, et ça permet de progresser et de rester motivé. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, Lynn. Alors, est-ce que Xavier Corré est parmi nous? Je crois qu'il est connecté. Oui, je suis là. C'est Je parfait, suis arrivé. Xavier. Merci. Désolé pour ce petit retard. Pas de problème. Est-ce que vous voulez partager votre PowerPoint, Xavier, ou est-ce que je m'en charge? Oh, bah, si vous avez, je veux bien. Ok. Alors, je vais tenter de faire ça. C'est la version B ou la version A que vous avez pu télécharger? La B? La bonne version, a priori. Ah, génial, merci beaucoup. Donc, moi, je suis chargé au sein du Musée d'Histoire de Marseille du pôle collection. Je suis également chargé tout particulièrement des collections antiques et donc des collections qui sont aussi conservées au Musée des Docks romains, qui a une antenne du Musée d'Histoire de Marseille. Et vous allez voir que ça a une certaine incidence un petit peu sur le déroulé des événements. Donc, c'est un retour d'expérience dont je vais vous faire part. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que le micro fonctionne bien? On vous entend très bien, Xavier. Très bien. Donc, si on peut revenir juste avant sur la page d'accueil, s'il vous plaît. J'ai évoqué un petit peu l'effet tsunami dans le titre de ma communication. Voilà, une expérience tsunami. Vous allez comprendre un peu là ce qui s'est passé durant les événements de l'été 2023 à Marseille et tout particulièrement au Musée d'Histoire. Donc, si on peut avancer, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le Musée d'Histoire de Marseille est une institution qui comprend plusieurs antennes, et notamment 2 musées et 2 mémoriaux. Donc ici, n'apparaissent que les 2 musées, donc le Musée d'Histoire de Marseille proprement dit, ce qu'on appelle le MHM, qui est en vert au centre de la photo de gauche, et le Musée des Docks romains, qui est un tout petit musée qui se trouve à une petite centaine de mètres de l'hôtel de ville. Et vous avez sur une maquette ancienne issue de nos collections, là, les 2 points verts où vous pouvez retrouver ces 2 musées dans un contexte de géomorphologie. Et vous pouvez voir que nous sommes 2 musées placés, enfin, nos 2 musées sont placés dans des endroits à risque d'un point de vue notamment des dégâts des eaux, puisque pour l'un, le musée d'histoire, on est en fond de cuvette du Vieux-Port et qu'on est soumis ici on est potentiellement en dessous du niveau de la mer pour certaines de nos salles. Et puis l'autre, le musée des Docks, se trouve juste en dessous de collines et potentiellement et particulièrement soumis à l'importance d'eau pluviale qui dégouline depuis ces collines jusqu'à la calanque du Vieux-Port. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Mais ces musées ne sont pas aussi aidés d'un point de vue architectural, puisque vous avez ici le musée d'histoire de Marseille au centre de l'image. Diapositive suivante, s'il vous plaît, qui est lui-même intégré dans un consortium de bâtiments. Et donc, vous avez le musée d'histoire de Marseille qui est en turquoise sur l'image. Et puis, on a des connexions, on a des liens, on a des frontières directes avec tout un tas d'autres bâtiments, que ce soit l'immeuble du CMCI en mauve,
dont on a des salles qui sont à l'intérieur de cet immeuble. On a l'hôtel Mercure dans un angle, ce qui pose des problèmes de relation entre les deux antennes du musée. On est au sein du centre Bourse et donc on a un accès au centre commercial du centre Bourse, bien sûr, avec une galerie à notre niveau, mais aussi au-dessus, un peu en dessous. Et puis, vous avez aussi le parking Vinci qui comprend 4 ou 5 étages, 4 ou 5 niveaux de parking qui se situent en dessous du musée et en dessous du site archéologique que vous avez ici, présenté au centre de la photo. Donc, dans cette espèce de consortium, les responsabilités se diluent très vite dès qu'il y a des soucis bâtimentaires, puisqu'on ne sait jamais vers qui aller se tourner. Quant au musée des docks romain, donc celui qui est à côté de l'hôtel de ville, vous voyez ici que c'est un bâtiment, donc c'est celui qui est au rez-de-chaussée, c'est l'espace qui est au rez-de-chaussée ici, qui au départ devait être une crypte archéologique ouverte aux 4 vents dans un immeuble d'habitation, et puis qui finalement a fini par être bouché en 1962, si on peut passer à la diapositive suivante. Dont les ouvertures ont été bouchées pour pouvoir créer ici un véritable musée archéologique, un centre d'interprétation. Mais initialement, dans le bâtiment, n'avait pas été prévu tout ce qui était système de traitement d'air, de choses comme ça. Et vous voyez dans l'angle à droite de cette photo un mur qui est incliné, qui est le mur de soutènement de la rue au-dessus, et puis une espèce de jonction là, où on voit les moellons, pas très bien faite, pas très bien étanche. Et là aussi, les responsabilités des éventuelles arrivées d'eau se diluent entre la copropriété de l'immeuble et la rue, qui dépend de la métropole de Marseille. Donc, on a 2 bâtiments, si on peut avancer, s'il vous plaît, 2 bâtiments qui connaissent régulièrement des dégâts des eaux. C'est pour ça qu'en juin 2023, le musée des docks romains était fermé pour des travaux structurels, pour une étanchéification de la coursive, là, à l'arrière, contre le mur incliné, l'installation d'une CTA. Quant au musée d'histoire, on bataillait à la réalisation de travaux structurels lourds avec le centre Bourse, parce que le sol en marbre du centre commercial avait vieilli, était devenu désormais poreux, les joints entre les différentes dalles de marbre. Et ben, malheureusement, c'est nous, au musée d'histoire, qui sommes situés en dessous, qui recevions finalement, ou qui recevons assez régulièrement les eaux quand elles pénètrent dans le centre Bourse. Donc, dans ce contexte-là, on travaillait activement sur le PSBC au sein du musée d'histoire de Marseille, toute l'équipe de conservation, et on essayait le plus possible d'associer à ce travail les équipes techniques, les équipes de médiation, et pour pouvoir faire en sorte que les gens soient concernés le plus possible et pour pouvoir partager les informations en cas de souci. Notre PSBC était en cours, il n'était absolument pas finalisé, mais il était en cours et on l'avait vraiment pour nombre d'entre nous dans un coin de la tête, et on avait commencé à acquérir un certain nombre de réflexes. Et puis pour le coup, aussi en juin 2023, on hébergeait dans notre salle d'exposition temporaire une exposition qui s'appelait Trésors coupables sur le pillage archéologique en Méditerranée. Et c'est dans ce contexte que le 27 juin, il y a eu le décès de Naël Merzouk en région parisienne, et qu'il y a eu le début des émeutes urbaines. Alors si dans un premier temps, elle concerne essentiellement la région parisienne et d'autres villes de France, Marseille est relativement épargnée, et c'est vraiment que dans la nuit du 29 au 30... dans la nuit du 28 au 29 juin, qu'on voit les premiers effets de ces émeutes dans la ville, et vous voyez un certain nombre de poubelles, d'abribus qui sont détruits ou brûlés. Et ça reste quand même relativement assez éloigné du musée. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Le vendredi 30 juin, au moment où l'équipe s'apprêtait à partir en week-end, alors qu'on savait qu'il y avait une certaine tension dans la ville et dans toute la France, on s'assure quand même qu'au musée des docks,
il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de poubelle qui avait été brûlée, qu'il n'y avait pas eu de saccage sur le musée. On vérifie qu'il y a une astreinte au sein du musée ou des musées de Marseille et on contacte le PC du Centre Bourse et le PC du Centre Bourse nous indique finalement qu'il y avait eu une tentative d'intrusion la veille dans le Centre Bourse et on s'enquille du coup de la sécurité qui est mise en place et on nous dit oui, la sécurité sera renforcée en interne, c'est-à-dire qu'on rajoute un personnel et qu'on a prévenu la police et qu'elle sera de manière plus intensément installée aux alentours immédiats du Centre Bourse. Donc, n'ayez pas de soucis, ça va le faire. On peut passer diapo suivante. Et puis, le samedi 1er juillet, à même pas 8 heures du matin, on reçoit un message WhatsApp de notre directeur qui lui-même est en déplacement professionnel en Lituanie. Donc, c'est par lui que l'information est diffusée à l'équipe et qui nous dit qu'il y a eu un important dégât des eaux dans le musée. Et voilà, il commence à nous expliquer un peu les choses et il demande de nous rapprocher du PC et il demande aux différents collègues de se mobiliser et de venir le plus vite possible au musée si possible. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qui se passe, alors je suis désolé, il y a un peu du texte sur cette diapo, mais c'est pour donner un peu un aperçu de comment s'est passée la réaction de l'équipe technique. Donc, l'agent d'astreinte a été appelé, et on lui dit qu'il y a un important dégât des eaux, il se rend sur place, donc il traverse la ville qui est un petit peu à feu et à sang. Il est 2 heures du matin, presque. Il constate effectivement qu'il y a énormément d'eau qui entre dans le musée. Il appelle les pompiers qui interviennent tout de suite. Il ne déclenche pas le plan de sauvegarde des œuvres puisque celui-ci n'est pas encore finalisé. Donc, avec les pompiers, ils trouvent la raison du dégât des eaux. C'est une boutique qui est située au-dessus du musée qui a été pillée et incendiée. Et donc, les sprinklers plus les pompiers derrière, pour éteindre l'incendie et sauver le centre commercial, ont arrosé abondamment cette zone et il y a de l'eau qui, du coup, s'est énormément infiltrée dans les sols et qui ruisselle dans le centre bourse. Il se trouve que cette eau finit aussi par se stocker dans un centre, dans un point bas de la galerie commerciale. Et ce point bas donne sur nos collections. Et donc, il y aura particulièrement des chutes d'eau à ce moment-là, dans cet endroit-là. Donc, dans le même temps, l'agent d'astreinte fait le tour des salles. Il se rend compte qu'il y a de l'eau qui coule un peu partout. Il y en a tellement qu'il est impossible d'installer des seaux. Il n'en aura absolument pas assez. Et par contre, il bâche les œuvres principales, les œuvres qui sont les plus touchées, donc notamment une épave, des amphores, une mosaïque et un peu du mobilier scénographique. Il le fait avec l'aide de pompiers. De la même manière, la centrale électrique du musée est touchée. On coupe il y a de l'eau qui coule dessus. On coupe le courant et notre agent d'astreinte, une fois qu'il a un peu sécurisé les choses avec les pompiers, fait son rapport, nous l'envoie par mail. Il nous l'envoie à 5h moins 5 du matin et ensuite il rentre chez lui. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, vous voyez la boutique au-dessus de cette photo qui a été incendiée et pillée. Et puis nous, l'entrée du musée, elle est en dessous. Donc, vous comprenez que s'il y a beaucoup d'eau qui a coulé, elle a pu traverser à la fois le sol, s'il était poreux, et en même temps se déverser par la galerie au-dessus. Diapositive suivante. Donc, un petit aperçu de la boutique incendiée au-dessus. Diapositive suivante. Donc, voilà l'entrée du musée à l'intérieur. Donc, la boutique était au-dessus, la maroquinerie. Donc, vous voyez les dégâts des eaux sur le faux plafond. Et puis, vous voyez qu'on a beaucoup d'eau à l'intérieur de cet espace d'accueil et d'entrée du musée. Donc, on a beaucoup d'eau et on a beaucoup de placo du faux plafond. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est l'escalier qui donne accès aux collections. Vous voyez qu'il y a des risques d'incendie. Ce qui pend là sur la photo de gauche, c'est un spot d'éclairage de l'escalier. Diapositive suivante. Et puis donc voilà un petit peu l'épave de la bourse, l'épave la plus grande du musée, qui était directement sous cette maroquinerie et donc qui a reçu
qui a pu recevoir de l'eau. Diapositive suivante. Et puis, sous le point bas dans la galerie commerciale, il y a notre groupe statuaire gaulois du IIIe siècle avant notre ère qui a reçu aussi de l'eau et qui a été bâché en urgence. Ce groupe statuaire, non seulement est exceptionnel par sa datation, par son importance, mais aussi parce qu'il contient, il a sur ses différentes parois et sur ses différentes surfaces des traces de peinture antique. Donc, quand moi j'arrive au musée, parce que j'habite à l'extérieur de Marseille, quand j'arrive au musée, je découvre les agents de salle et les caissières qui sont en train d'éponger un petit peu partout et donner le coup de main. Et je découvre aussi le directeur des 10 musées de Marseille qui est là et qui lui aussi participe, qui aide comme ça à protéger les œuvres, les vitrines. Donc, il y a une vraie mobilisation de la part de tous et on décide très rapidement, puisqu'il y a un certain nombre de vitrines qui ont été infiltrées avec l'eau, on décide très rapidement de retirer de ces vitrines où il y a une humidité, un taux d'humidité particulièrement important. On retire essentiellement les objets en bois et en métal, donc il y en a à peu près 400. Ce sont des petits objets archéologiques dans la plupart des cas. Et vous avez ici donc de l'aide de la part de nos collègues. Alors, la personne en bleu, c'est une archéologue du service. Et puis, les 2 personnes qui sont assises à côté, ce sont des stagiaires, dont celle au pantalon vert commençait. C'était le premier jour de stage au musée. Donc, sacrée expérience pour elle. Ça sera particulièrement formateur. Diapositive suivante. Dès que l'atmosphère a été un petit peu sécurisée et qu'il n'y avait plus trop d'eau qui coulait, on a tenu à sécher un peu les collections. Et donc, il a fallu garder quand même, par exemple, sur le groupe statuaire gaulois, il a fallu garder une bâche scotchée au plafond pour qu'il n'y ait pas de risque de chute de placo. Mais en même temps, il fallait qu'on puisse, nous, faire une circulation d'air en dessous pour assécher le plus possible. Tous ces éléments, toutes ces informations, ces conseils nous ont été apportés, entre autres, par le CICRP qu'on a la chance d'avoir sur Marseille. Diapositive suivante. Quand on a soulevé la bâche de cette grande épave de la Bourse, 3-4 jours après le sinistre, le temps, on l'avait laissé le temps que ça sèche, encore une fois, et ben on s'est rendu compte qu'il y avait eu de l'eau qui était allée quand même sur l'épave et qui, dans l'atmosphère confinée de la bâche, avait commencé à produire des micro-organismes et que vous pouvez voir par exemple là sur la petite photo sur le côté. Donc, ces micro-organismes, on a cherché à les prélever ou du moins à essayer de tenter une micro-aspiration, mais le bois étant encore un petit peu humide, c'était un peu compliqué de le faire et on n'a pas mené cette expérience à son terme. Diapositive suivante. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de l'atmosphère qui régnait à ce moment-là, on est en période estivale, hein, on est dans les premiers jours de juillet, donc il y a déjà un certain nombre de collègues qui sont partis en congé. On a des assurances qui nous tannent tous les jours pour leur donner la liste des œuvres et des valeurs pour 400 à peu près objets archéologiques, et tout en nous assurant du soutien financier qu'il y aura de leur part pour les opérations de sécurisation et de constat d'état. Et puis, pendant qu'on s'activait sur toutes ces opérations-là, le musée des Docks, lui, était toujours fermé. Et donc, il a fallu aller faire quand même une veille minimale sur les collections. Et quelle ne fut pas notre surprise quand on y est allé, s'il vous plaît, diapositive suivante, de nous rendre compte que, eh bien, pendant cette quinzaine de jours où on était vraiment préoccupé sur le musée d'histoire, il y a eu 2 dégâts des eaux qui se sont déroulés au musée des Docks romains, avec donc 2 dégâts des eaux d'origine différente, hein, avec une eau qui est arrivée, une eau pluviale qui est arrivée par les chenaux d'évacuation des eaux de la rue, et puis une autre arrivée d'eau qui est arrivée, elle, par un dégât des eaux d'un appartement au-dessus. Et le syndic, bien évidemment, c'est bien gardé de nous prévenir de ce sinistre-là. Donc, on découvre un musée
qui, depuis 15 jours, est fermé avec une très forte humidité. Les collections sont en souffrance, commencent à subir un certain nombre de problèmes. Vous voyez ici des micro-organismes là aussi qui se développent sur les céramiques. Et sur la photo de gauche, vous avez par exemple tous les petits points blancs sur le mobilier muséographique. Là, ce sont des moisissures. Donc, une atmosphère très, très malheureuse et en tout point néfaste pour les collections. Donc, de nouveau, branle-bas de combat, nouvelle mobilisation de toute l'équipe du musée d'histoire et des collègues des autres musées, des autres services. Et puis là, on décide du coup de vider le musée. Si on peut passer la vitrine suivante, s'il vous plaît. De l'évacuer. Alors, dans ce musée des docks romains, 90% des collections exposées en vitrine sont des objets déposés par le DRASM, donc le département des recherches archéologiques sous-marines, puisque c'est un musée dédié à cette thématique-là. Et donc là, on a bénéficié d'un fort soutien de l'équipe du DRASM qui est arrivée en nombre pour nous aider. Et vous voyez que pour cette baignoire antique en terre cuite, ils sont pas moins de 5 pour la soulever. Donc, ce qui était… nous, on n'avait pas dans nos effectifs la capacité de faire ce type de transfert. Monsieur Corré, il va falloir penser à conclure. Oui. J'en arrive à la fin. Donc, on a tout évacué, même les épaves. On peut passer à la diapositive suivante. La difficulté qu'on avait était de trouver des endroits où finalement mettre à sécher 800 objets archéologiques, puisqu'il y en avait de nouveau 400 à évacuer au dépôt archéologique. Donc, on a essayé de trouver le moindre petit espace disponible et on a fait appel au dépôt archéologique environnant. Je vous en prie, si on peut passer à la diapositive suivante. Et puis après, il fallait réorganiser le retour de ces objets qui étaient répartis dans 6 différents lieux pour pouvoir les mettre dans un endroit où on pouvait faire les constats d'état une fois que ces objets seraient asséchés et pour pouvoir lancer les opérations de restauration. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ces objets sont rassemblés aujourd'hui à presque 100% au dépôt archéologique de Marseille. Diapositive suivante. Il reste cette baignoire qui est encore dans un dépôt archéologique, dans un premier étage sans ascenseur, donc c'est un peu compliqué à déplacer et l'organisation pour la récupérer est un petit peu compliquée. Mais 11 mois, en conclusion numéro 1, l'état du dossier, 11 mois après les événements de l'été, le sinistre est toujours une mauvaise réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas un mauvais souvenir, on est toujours dans le traitement de ces sinistres-là. Diapositive suivante. Et la conclusion qu'on a pu en tirer de ce tsunami de mauvaises nouvelles, c'est que donc il y avait l'importance et la perfectibilité de la chaîne d'alerte pour agir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. L'importance des valeurs d'assurance qui sont complexes à établir dans le cadre de collections archéologiques, mais dont il faut se débarrasser au plus vite, surtout dans le cadre de sinistres aussi importants. Et donc, ce dont ont parlé mes collègues précédemment, la nécessité pour les équipes de conservation d'avoir du temps à consacrer à ce qui est souvent délaissé par rapport aux urgences, aux expositions temporaires, c'est l'inventaire-récollement. L'importance des lieux de repli, et donc on se demandait si des solutions interinstitutionnelles ne pouvaient pas être envisagées pour avoir des espaces plus vastes. Et puis, alors une petite réflexion que j'aurais par rapport au PSBC, c'est que les PSBC sont des documents extrêmement théoriques ou dans un espace, dans un cas un peu idéal. Et la réalité est bien souvent, apporte souvent des adaptations, des nécessités d'adaptation. Et donc l'idée, nous on perçoit désormais plus le PSBC comme un moyen d'obtenir des réflexes pour agir vite, pour savoir où mettre des objets, mais en sachant qu'il y aura toujours une adaptation à avoir vis-à-vis de la réalité du sinistre. Et puis, dernière chose, c'est avoir des amis et des réseaux pour pouvoir nous aider et avoir un peu de solidarité.
Et voilà. Et puis, j'avais en dernière slide les remerciements de tous ceux qui nous ont aidés dans ces événements. Et la petite dernière phrase est vraiment sincère. La gratitude du musée est immense envers tous ceux qui nous ont aidés, qui ont fait preuve de beaucoup de souplesse dans ces tristes événements. Voilà, en espérant ne pas avoir trop débordé. On va laisser la parole à Audrey Roche, comme ça on répondra aux questions à la fin. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on les répondra à la fin de façon collective. Bonjour, merci. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Alors, Pas pas encore. encore. Pas encore. Et je vais pouvoir prendre le relais si jamais également. Je vais voir. Alors, hop, tout l'écran. Toc, toc. C'est bon, ça a l'air d'apparaître. C'est Là, c'est bon. bon pour Après, vous? voilà, vous Ok. pouvez lancer le mode affichage et puis c'est bon. Parfait, c'est bon. Ok. Ben, merci déjà pour l'invitation. Bonjour à tous. Bonjour à Thibaut, que j'ai vu dans le chat, qui est un ancien collègue. Voilà, donc l'idée, c'était de vous présenter notre retour d'expérience de l'exercice incendie organisé en 2023. dont nous avons pensé le PowerPoint ensemble avec Nicolas Lateur, qui est responsable des collections et pompier volontaire, qui est de garde aujourd'hui et qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, mais nous l'avons réfléchi ensemble. Donc Muséal, c'est le service archéologique territorial du département de l'Ardèche, qui est basé sur un site archéologique majeur pour l'Ardèche, c'est-à-dire la capitale gallo-romaine des Alviens, sur un musée de site qui est lui-même géré en régie directe par le département de l'Ardèche. Il y a eu en fait fusion en 2018 des deux services, à la fois la mission Archéo, fondée en 2008, et le musée départemental, avec rapatriement du coup des scientifiques de Privas à Alba. Muséal, c'est 9 postes permanents, donc 3 scientifiques qui traitent de la préhistoire jusqu'à l'époque moderne, 2 médiatrices avec un renfort apprenti, un renfort vacataire pour la médiation, un responsable technique, 2 agents d'accueil qui gèrent aussi l'administration et la communication, et un chef de service, et donc qui gère un musée de France avec son parcours permanent, sa salle d'exposition temporaire, les salles d'ateliers et de conférences, le parvis du musée qui est beaucoup utilisé puisqu'il est couvert donc soit en guise de repli, soit pour divers événements à l'extérieur, le site archéologique classé, qui est classé monument historique de 20 hectares, dans le théâtre qui est restauré et qui sert de scène actuellement, et le CCE de 700 000 objets co-géré par l'État et par le département. Et le service est habilité pour les diagnostics d'archéologie préventive sur tout le département. Moi, je suis arrivée à l'été 2022. J'avais bien en tête qu'il fallait réaliser un exercice de sécurité, d'évacuation. Et parallèlement, le responsable des collections m'informe que lui s'est inscrit au module du C2RMF concernant le PSBC. Et donc, on s'est dit, bon, on va organiser un exercice, on va voir où on en est. Dès le départ, on s'est dit, l'exercice va nous servir in vivo de voir où on en est. Parce que je me suis dit, soit je fais un audit, moi, j'avais déjà un audit à faire sur à peu près tout en arrivant. C'était pas tout à fait la priorité en urgence absolue, sachant que le bâtiment est neuf, il a 10 ans, l'équipe est quand même assez récente. Donc, on s'est dit, on va le faire in vivo, on va faire un exercice et on verra bien. Et alors, ça veut dire aussi ne pas du tout réviser, ne pas regarder à l'avance si les consignes sont bien affichées, etc. Parce que sinon, c'est plus d'intérêt d'avoir fait ce choix-là. On a eu tout de suite la réflexion de se dire si on l'organise sur un jour d'ouverture standard pour nous, c'est hyper compliqué parce que de mars à juillet, on reçoit énormément d'écoles de toute la France qui viennent passer leur semaine de sortie scolaire en Ardèche, qui ont un timing hyper short avec les cars, etc. Et on s'est dit, on ne peut pas leur faire ça, on ne peut pas les évacuer en plein milieu comme ça de leur atelier, les mettre en retard dans leur parcours sur la grotte Chauvet, le canoë-kayak, etc. Donc on s'est tout de suite dit, déjà, on a un problème de choix de date. Donc on s'est dit, il faut le faire un jour fermé. Et sur le jour où on est fermé, on se crée un public. Donc ça a été acté assez rapidement, dès février-mars. On a acté que ce serait en juin, parce que ça correspondait à peu près aux dates où tout le monde avait une fenêtre de tir. On a tout de suite souhaité associer le SDIS, ça nous paraissait une grande évidence de par la nature de l'exercice et puis de par le fait que Nicolas soit pompier également. On a la chance d'avoir un observateur interne dans la collectivité, puisqu'elle est responsable de sécurité en fait, au département, qui nous avait dit qu'elle viendrait et qu'elle ne jouerait pas le jeu de l'exercice, mais qu'elle prendrait des notes et pourrait nous faire un débrief également. Et donc, j'ai nommé de manière tout à fait naturelle Nicolas Lateur comme chef de projet de cet exercice, à la fois en tant que responsable des collections et puis à la fois en tant que pompier volontaire.
Donc, tout est parti de l'idée d'un besoin d'un public ayant choisi un jour fermé. On s'est dit, mais en fait, comme on est adhérent à Bouclier Bleu et que la plupart des collègues de Bouclier Bleu nous disaient toujours qu'ils avaient du mal à organiser un exercice chez eux parce que leur chef d'établissement ne le voulait pas forcément, ou pas en tout cas sous la forme sur laquelle eux auraient souhaité, on s'est dit, mais en fait, on a déjà là un gros vivier de gens qui nous ont fait part de leur envie de participer, y compris s'il faut faire 2 heures de voiture. Donc, on savait qu'on avait ce soutien-là des collègues. Et puis, à force de discuter avec le SDIS sur leurs envies aussi, leurs besoins d'entraînement, au départ, le SDIS nous a dit, on va associer une caserne, puis finalement 2, puis finalement 3, puis finalement 4. On n'a pas eu de mal à trouver des gens. Sur le plan du public scolaire, ce qui correspond quand même à une grosse partie de notre activité, moi, j'ai de manière tout à fait banale sollicité l'école de mes enfants, leur demandé s'ils étaient d'accord pour venir suivre des ateliers et des visites gratuitement, en l'échange d'être évacués en plein milieu de l'exercice. Et voilà, ils ont tous répondu présent. Ça a été étonnamment, entre guillemets, facile, en fait, de mobiliser les gens. Et du coup, c'est devenu une très grosse journée, de 9h du matin à 23h. Voilà, donc je vous mets une petite carte avec les 4 casernes qui sont à environ 12 à 15 minutes autour d'Alba, qui sont susceptibles d'intervenir en cas de sinistre. Donc nous, en fait, on était intéressés par une évacuation du public individuel et scolaire, ce qui correspond à notre activité normale, c'est-à-dire plusieurs groupes d'enfants répartis dans diverses salles d'ateliers ou en visite dans le musée ou sur le site, et parallèlement des publics individuels eux-mêmes en train de visiter l'exposition ou le musée ou la librairie boutique, voilà. Ce qui correspond à une configuration standard, je pense, de musée. Et donc, on s'est assez rapidement positionné là-dessus. Et le SDIS, lui, était intéressé par une évacuation du public et par l'entraînement des pompiers sur l'évacuation de mannequins en situation de fumée. Donc, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il allait falloir faire 2 exercices parce qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes contraintes et les mêmes envies. Et puis, on s'est dit, si on fait venir des gens de loin, on ne peut pas juste leur faire des exercices pendant 14 heures. Il faut quand même qu'ils visitent, qu'ils aient quand même une visite du lieu. Donc, le programme est assez vite devenu une très longue journée, donc qui va commencer le matin par une simple visite des lieux du musée, du CCE, des bureaux, etc. Et puis l'exercice lui-même a commencé à 14h, 14h30 avec l'évacuation des scolaires et de nos collègues boucliers bleus à qui on avait distribué des petites cartes de jeux de rôle pour qu'ils soient dans un esprit nature par rapport à l'évacuation du public, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ils sont biaisés, ce sont des collègues, ils vont obéir assez rapidement et sortir en 2 minutes, ça ne va pas trop nous aider, il faut qu'ils soient représentatifs du public. Donc on s'est amusé à créer un petit jeu de rôle, je ne sais plus si je vous l'ai mis là, mais je pense qu'il est dans une autre diapo, avec des familles, et puis on a brainstormé à peine 1 heure sur les situations qu'on a tous déjà rencontrées, le monsieur qui ne veut pas sortir sans sa femme, madame qui est rentrée par telle porte qui ne veut pas sortir par sa main, le doudou qui est perdu, la maman qui ne veut pas partir sans le doudou du bébé parce que ça hurle, enfin bon, tous les cas de figure improbables. Donc on a distribué des petites cartes et chacun a été positionné du coup dans une des salles, ce qui correspondait à une configuration assez classique pour nous et qui a beaucoup amusé les collègues. Voilà. Et par contre, à partir du soir, à partir de 19h, là, on avait la manœuvre intercentre des 4 casernes, parce qu'en fait, l'idée était de favoriser la participation des sapeurs-pompiers volontaires qui généralement travaillent en journée et sont sapeurs-pompiers volontaires à partir de 19h. Or, si on les invitait en journée, on n'aurait eu pratiquement que des professionnels. Donc du coup, on a fait une journée assez longue et à partir de 19h, on était en configuration musée fermé et la consigne qui était donnée aux pompiers était, voilà, vous avez été appelés sur le musée, il est en horaire de fermeture, ça fume, bienvenue, débrouillez-vous, voilà. Sachant que chez nous, il n'y a pas d'astreinte musée, il y a une astreinte départementale. C'est assez long à créer parce qu'il faut modifier le règlement du temps de travail et celui-ci sera fait dans quelques mois. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'astreinte au musée. Donc, en période de fermeture, si ça sonne, c'est en fait un cadre du département qui vient. Ça peut être le cadre des routes, ça peut être un DGA, etc. Et donc, on s'est dit, moi je me suis dit tout de suite en arrivant, le problème c'est qu'il saura prendre des décisions, mais est-ce qu'il saura prendre des décisions sur les collections? Je ne sais pas. Donc, il nous faut former les pompiers en fait à évacuer et à prendre des décisions tout seuls sur les collections sans nous, tant que je n'ai pas cette astreinte au musée qui existe. Voilà pourquoi ça a duré toute la journée, puisque eux intervenaient à partir de 19h.
Et donc, on s'est tout de suite posé la problématique de qu'est-ce qu'on fait de nos collègues qu'on a fait venir de loin et qui, du coup, se retrouvent sur un scénario musée fermé. Donc, on les a positionnés, en fait, à l'extérieur. Et bien sûr, comme j'ai la chance d'avoir Nicolas qui est à la fois responsable des collections et pompier, c'est lui qui faisait le commentaire, en fait, de l'intervention en live pour que ce soit un petit peu intéressant quand même de voir pourquoi les pompiers vont dans tel sens, passent par-ci, passent par-là, etc. Et qui, lui, avait un peu la connaissance, bien sûr, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Concernant les scénarios eux-mêmes, c'est vraiment été co-construit en fait, entre le SDIS et nous. Et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont été entraînés savaient que c'était un exercice, mais ils ne savaient pas quoi. Ils ne savaient pas du tout, bien sûr, ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. En fait, leur cadre avait caché 2 mannequins à l'étage, dans la bibliothèque et dans notre cuisine. Et en fait, les pompiers ne s'attendaient pas à trouver du monde dedans, puisqu'on leur avait dit c'est un scénario musée fermé. Et donc, ça a été l'occasion pour nous de les sensibiliser au fait que musée fermé au public ne veut pas dire musée sans personne dedans, puisque les jours de fermeture, on y est bien, nous, déjà. Et puis, en dehors des horaires d'ouverture, il y a la dame qui fait le ménage, et puis d'avoir un chercheur qui est resté tard le soir, etc. Donc, voilà ce que c'est devenu. En termes d'enregistrement des faits, plusieurs agents ont filmé l'exercice depuis leur place. On avait aussi placé une caméra à l'intérieur du musée qu'on a laissé tourner tout simplement. Et on avait l'observateur interne à la collectivité qui lui aussi prenait des notes. Voilà pour ça. L'exercice vraiment côté pompier a été coordonné par le chef de centre de la caserne de premier appel qu'on voit sur cette photo à gauche. Voilà les petites cartes dont je vous parlais. Donc, on avait par exemple, je suis membre de la famille Hibou, ça me saoule les musées, je suis donc dans la super boutique, je ne sais pas où sont les membres de ma famille, je stresse et je les cherche. Je suis la famille Renard, je visite l'expo, je compte bien sortir par la porte par laquelle je suis rentrée, etc. etc. Bon, on a fait une quarantaine de cartes qui correspondent à des situations, je pense, banales que vous avez tous, tous rencontrées. Et donc, on avait tout le monde qui était en situation à sa place. Pour le premier exercice, l'exercice avec les enfants, nous avions demandé aux pompiers de nous amener une machine à fumer. Puisqu'on s'est dit, c'est bien joli, on a tous fait, je pense, dans notre enfance, ces évacuations où ça sonne, on sort, etc. On est tous contents, on est tous sortis en 3 minutes et tout. Moi, ça m'a changé la vie de voir un exercice avec fumée, parce qu'on n'y voit rien du tout. En plus, j'avais la super bonne idée de mettre des chaussures beige, je ne voyais absolument pas mes pieds. On voit rien, vraiment rien du tout. Et là, on comprend à quoi servent les blocs verts qui nous disent la sortie, c'est par là, parce qu'en fait, on les voit à peine. Donc, l'équipe ne savait pas non plus d'où allaient partir les fumées, comment ça allait se passer. Nous, c'était vraiment l'idée avec Nicolas de faire in vivo et de tester. Forcément, pour tester, il ne faut pas être au courant. Donc, en fait, les pompiers avaient mis la machine à fumer dans le local TGBT, donc le local électrique, qui est susceptible, de toute façon, aussi de prendre feu. Et nous n'avons pas de déclenchement automatique. Il a donc fallu que l'un des participants, à un moment donné, voit de la fumée et se dise ça crame, et qui lance l'alerte, qui prévienne l'accueil, qui du coup déclenche l'alerte, etc. Cette phase-là, en fait, a duré plus d'une dizaine de minutes déjà. C'est-à-dire entre le moment où ils ont mis la fumée et le moment où la fumée est arrivée jusqu'à quelqu'un qui s'est aperçu et qui a lancé l'alerte et qui a lancé l'alarme, a bien fait perdre 10-12 minutes. Et on s'est dit, ça, pour le coup, on ne l'aurait peut-être pas deviné si on ne l'avait pas testé, en fait, que ça se passerait comme ça. Donc, alors on avait mis un fauteuil roulant aussi, parce qu'on s'est dit, on est accessible handicap, et c'est assez souvent qu'on peut avoir, soit dans les associations, dans les groupes ou chez les scolaires, des personnes en fauteuil roulant. Donc, on avait fourni un fauteuil roulant avec une personne dessus, et du coup, une personne pour l'évacuer. Donc tout le monde se retrouve en quelques minutes, donc en à peu près 5 minutes, sur le parvis extérieur. Certains sont sortis directement par les ateliers, d'autres par la porte principale, d'autres par les issues de secours. Voilà, chacun a fait ce qu'il avait à faire, et on a fait tout de suite un retour d'expérience. Donc, grande difficulté de mes collègues agents d'accueil à évacuer tout le monde, puisque tout le monde jouait très très bien son rôle et on avait quand même coursé un peu les cartes de jeu pour que les gens soient un peu pénibles. On avait quelques comportements inadaptés, dont le mien d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon bureau quand j'ai vu la fumée arriver et que j'entendais un peu beaucoup de bruit en bas. Je suis allée aider les agents d'accueil et en fait, le pompier m'a dit que j'aurais dû rester à l'étage. Et le responsable technique, c'était l'inverse. Il était au rez-de-chaussée et lui, il s'est dit, mon Dieu, mais il y a plein de collègues à l'étage. Donc, il est venu chercher à essayer de nous sauver à l'étage alors que nous, on était descendus. Enfin, c'est le réel, voilà. C'est ce qui se passe en vrai quand on fait un exercice et qu'on n'a rien préparé. Et donc, à peu près top chrono 5 minutes pour que tout le monde soit à l'extérieur. À l'extérieur, la première question que me pose le cadre-pompier, c'est: «Est-ce que vous avez tout le monde ?» Et là, je me dis: «J'en sais rien». J'en sais rien parce que le public individuel, on lui a vendu un ticket certes, mais il a pu sortir. Enfin, je sais pas vous, mais moi je compte pas, on compte les gens qui rentrent, on compte pas les gens qui sortent. On n'est pas non plus un gros musée. Donc en fait, je me suis dit: «Là, tout de suite, à l'instant T, non, je ne sais pas en fait, s'il y a des gens dedans, j'en sais rien».
concrètement, j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui étaient aux toilettes ou je ne sais pas où. Voilà. Sur la question des collègues aussi, c'est vrai que nous, on a un ordre de mission permanente sur toute l'Ardèche, donc je me suis dit, bah là, est-ce que tous mes collègues étaient là à l'instant T cet après-midi, ou est-ce que j'en ai pas un qui a pris la voiture pour aller à une réunion à l'extérieur qui n'était pas prévue? En vrai, je ne sais pas. En vrai de vrai, est-ce que les gens préviennent systématiquement leur chef quand ils sortent pour un quart d'heure aller faire quelque chose, etc. Non. Voilà, donc déjà, ça m'a posé question. Ça m'a aussi posé question en termes de sûreté, puisque tout le monde est sorti par plein de portes différentes. C'est sympa, mais du coup, pendant l'exercice, je me suis dit, là, on a le musée ouvert aux 80. On est tous scotchés au même endroit sur le parking. On est en plein exercice. J'ai toutes les issues de secours ouvertes. En vrai, là, il me faudrait des gens pour surveiller s'il n'y a personne qui rentre voler. Donc, c'est vrai que ça a été très formateur tout de suite, en fait, de se rendre compte des problématiques qui se posent. Étonnamment, les enfants n'ont pas du tout paniqué. Ça, c'est la question qu'on s'était posée, c'est le fait d'y mettre quand même de la fumée, quand même super impressionnant. Donc, non, les enfants, eux, se sont mis en rang, ils sont sortis, ils ont obéi à la maîtresse qui n'a pas du tout paniqué. Il n'y avait que la directrice d'école au courant, hein, donc même les maîtresses et les parents n'étaient pas au courant. Les parents accompagnateurs, par contre, c'est pas la même. Ça, c'était pas la même. Eux, pour le coup, bon, forcément, on réalise beaucoup plus quand on est adulte, donc c'était un peu plus compliqué pour eux. Voilà, il était prévu, c'est de la fécule de pommes de terre, je crois, ou de maïs, je sais plus qui fait cette fumée blanche. Donc il était prévu, une fois que tout a été évacué et que les tests d'oxygène sont faits, qu'on réintègre et qu'ils puissent continuer leur atelier, parce qu'il y avait une forme de frustration et puis de stress. Donc comme c'était quand même qu'un exercice, on voulait quand même pas les traumatiser, donc on les a fait revenir. Voilà. Ensuite, il y a eu la phase 2. Phase 2, donc à partir de 19h, où là, pour le coup, les pompiers ont décidé de mettre la machine à fumer dans une autre salle, une salle qu'on a constituée en salle d'exposition temporaire fictive. Parce qu'on s'est dit, on ne va pas leur faire évacuer les vraies collections alors qu'on leur a on ne sera pas d'astreinte, donc pas là, on ne pourra pas leur parler, ils ne sont pas formés, voilà, on ne va peut-être pas tester avec des vrais, donc on s'est dit on va constituer une petite salle d'exposition temporaire fictive avec un peu tous les matériaux dont on dispose habituellement, donc de la reproduction de sigillés. J'avoue, on a fait une petite commande 100 ou 200 € à Emmaüs, on a récupéré un tas de trucs, voilà. Des tissus, des textiles, des pots, des vases, des verres, des vieux livres, voilà, tout ce qu'on peut avoir dans un musée, des photorques, ceux qui voulaient se débarrasser de leur tableau de papier mamie en caillette. Voilà, on a mis un peu tout ça. On leur avait mis une affiche sur la porte pour qu'ils croient, en fait, je remets l'affiche là, voilà, pour qu'ils croient qu'il y avait une exposition temporaire dans cette salle et qu'ils se disent ah mince, il y a des musées fermés certes, mais il y a des heures, il faut qu'on les sorte. Et par contre, sur les salles sur lesquelles on ne voulait pas qu'ils entrent, on a vraiment mis des panneaux barrés pour montrer fin d'exercice, quoi. Vous n'allez pas à cet endroit. Voilà, et donc là, vous voyez à droite, là, notre public était positionné à l'extérieur et on a tout simplement attendu que les pompiers arrivent et interviennent. Les mannequins étaient disposés à l'étage. Donc les pompiers se positionnent tout de suite et se répartissent en binôme d'attaque, en chef d'agré. Voilà, vous avez le premier binôme à droite qui est prêt à rentrer et le deuxième binôme qui se prépare quand l'autre va ressortir. Et puis nous avions le CODIS, le monsieur habillé en pompier là, qui commande les opérations par radio en fait et qui reçoit les informations de la part de ces pompiers qui sont à l'intérieur et qui vont commenter ce qu'ils voient, ce qu'ils trouvent, etc. Il leur avait pas dit bien sûr qu'il y avait des gens dedans. La consigne c'était musée fermé, ça fume, allez-y. Alors nous on savait pas comment ils allaient rentrer et on s'était dit il faut qu'on soit en situation logique et réelle, c'est-à-dire que si jamais ils devaient rentrer, bon, ils auraient probablement pété la porte. Après, on s'est dit, peut-être pas péter la porte pour un exercice quand même. Donc, on s'est dit, s'ils décident d'entrer par là et de péter la porte, eh bien, nous, on leur ouvre avec la clé et eux savent que si une porte, ça met 7 minutes à sauter, ils savent qu'ils doivent rajouter 7 minutes dans leur logique d'exercice pour avoir le temps réel. Et donc, on a tout chronométré. Donc, à T0, vous avez une mise en marche des machines, entrée du premier binôme à 6 minutes, entrée voilà, du deuxième binôme, 14 minutes, ouverture de la porte d'expo, etc., 20 minutes, extraction de la première victime. Ça nous a paru, nous, immensément long, mais on s'est dit, en fait, eux, ils ne savent pas. Et l'erreur un petit peu qu'ils ont faite, c'est que quand ils sont rentrés, qu'ils ont vu le musée fermé et tout, ils se sont dit, bon, bah, c'est bon, on va voir si on peut sortir des collections, et c'est bon. Et en fait, ils ont fait l'erreur de pas tout de suite chercher des victimes. Ils ont mis un certain temps, en fait, et donc la première est sortie au bout de 20 minutes. Voilà, et au bout de 27 minutes, la deuxième. Ensuite, ils ont fait un tas de... Audrey, il est déjà 10h30, il va falloir conclure. Oui, on n'aura pas de temps pour les questions, pardon. Ça marche, je finis.
Voilà, donc je vous donnerai le PowerPoint si vous voulez tout le détail. Il y a eu un débrief à chaud tout de suite entre pompiers d'abord et ensuite un débrief avec la totalité du personnel. Ça a été le moment de vraiment de beaux échanges parce que ça a été vraiment dans les deux sens, en fait. Nous qui avons formé les pompiers à sortir les objets, donc ils ont tous sorti. La petite surprise, c'est que nous, on pensait qu'ils allaient ouvrir les vitrines et sortir les objets. En fait, non, ils ont sorti les vitrines. Ils ne sont pas embêtés, ils ont sorti au kilomètre tout. Voilà, donc ça a été très intéressant dans les deux sens. Nous, voilà, nous montrer comment fonctionne un camion de pompiers, c'est qui, pourquoi. On était, nous, très perturbés par le fait qu'ils ne courent pas, par exemple, qu'ils n'étaient pas dans l'affolement, en fait, alors que nous, on l'aurait été, je pense, par rapport aux collections. Eux, ils avaient un grand calme dans leur intervention. Et puis voilà, ça a été l'occasion d'échange dans les deux sens. Alors, quel est l'intérêt pour nous par rapport au PSBC? Déjà, ça a été tout de suite, on s'est rendu compte de ce qui n'allait pas, en fait, dans nos consignes, dans nos comportements. On a été briefé après par le pompier, que ce soit sur l'après-midi ou sur le soir, sur ce qu'on aurait dû faire, pas faire, la porte par laquelle on est sorti, c'était pas la bonne, etc. Donc ça nous a permis de mettre à jour tout de suite les consignes. Le PSBC, nous, c'était assez long, la rédaction, comme tout le monde, il n'est pas tout à fait fini. Et donc, on s'est dit, le sinistre, il n'attendra pas, il faut qu'on s'entraîne avant qu'il soit fini et qu'on ait des choix déjà qui soient faits avant. Ça a été l'occasion de sensibiliser les associations locales, la mairie aussi, etc. Et puis de favoriser l'interconnaissance. Au final, ce sont quand même 68 personnes qui ont été formées lors de cette journée, avec très très peu d'organisation finalement, parce que le SDIS nous a pensé le scénario comme ils peuvent en faire de manière récurrente pour leurs propres besoins. Nous, ça a été 160 € en gros de commande de pizza, budget, voilà, j'allais dire budget zéro quasiment, en fait. C'est juste de se caler la date ensemble et de se dire on va le faire. Voilà. Donc ça a été vraiment beaucoup d'apports. On n'a pas encore tiré tous les apports de l'an dernier, tellement ça a été riche en détail. On n'a pas encore exploité toutes les caméras. Ça a été vraiment très, très riche. Et si vous voulez avoir le détail vraiment rédigé, on a publié avec Nicolas un article dans la revue Antiquité nationale qui sort en octobre. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent le préprint sous Word, je peux vous l'envoyer. Voilà, je m'arrête là. Merci, merci beaucoup. On vous transmettra, oui, toutes les ressources. Vous pourrez les retrouver sur notre site internet, là où on met la captation de l'échange. Alors, on va pouvoir voilà, on va essayer on a débordé un petit peu sur le timing, mais j'ai vu que plusieurs questions avaient été posées dans le chat et certaines ont pu déjà. J'ai vu que certains d'entre vous avaient pu y répondre, donc merci. Mais si jamais, on va se laisser aussi quelques minutes pour prendre vos questions. Je vous laisse peut-être Anne-Laure et Anaïs orienter les questions sur nos intervenants et intervenantes en fonction. J'ajouterais par rapport à l'intervention d'Audrey qu'ils en ont profité pour tester l'astreinte du bouclier bleu pendant cet exercice. Voilà. Et donc, c'était assez drôle puisque au sein du bouclier bleu, on était tous au courant qu'il y avait cet exercice muséal. Donc, il ne fallait pas dire que c'était un muséal, sinon on aurait tout de suite compris que c'était un test. Donc, voilà, c'était assez amusant de prendre cet appel. Oui, tout à fait. C'était très drôle pour nous. Effectivement, c'était une idée de Valérie Luquet. Et donc, en fait, en plein, entre guillemets, sinistre, j'ai appelé Bouclier Bleu et j'ai tenu 20 minutes au téléphone en mode il ne faut pas que je lâche que c'est un exercice. Et donc, c'est très intéressant d'avoir les retours d'idées auxquelles on ne pense pas toujours quand on est sur le coup. Donc, c'était chouette. Et puis, si ça vous a permis, du côté de Bouclier Bleu, d'améliorer les procédures, c'est chouette, ça sert bien à tout le monde. Oui. En ce qui concerne les questions dans le chat, pour répondre à la question de Violette Carin, pour les fiches les réflexes par collection, ces ressources existent notamment dans les ressources du C2RMF. Vous pouvez trouver des exemples. Donc, c'est noté juste au-dessus de votre question dans les ressources C2RMF. Et pour ce qui est des assurances qui ont été mentionnées, je crois qu'il s'agissait de Xavier. Vous avez mentionné Oui, la question a été posée pour savoir si c'était les assurances de la ville, et c'est effectivement le cas, la ville a géré la situation par le biais des franchises qu'il y a, et celle-ci se révèle finalement assez élevée pour les musées de Marseille en cas de sinistre, ce qui fait que finalement, pratiquement tout va être à la charge de la ville de Marseille et pas du tout à la charge des assurances. Mais pour le coup, le principe des marchés publics
nous a posé des petits soucis quand il a fallu solliciter en urgence des restaurateurs pour faire les constats d'état, pour des mises en sécurité. Et donc, c'est pour ça on pensait pouvoir passer par les assurances qu'elles nous avaient assurées, et puis finalement, ça n'a pas été le cas. Moi, j'aurais une question pour Xavier, justement, parce qu'aux journées d'études PSBC de la FROA, on avait eu l'intervention de collègues belges qui ont subi des grosses inondations en juillet 2022 et qui, en fait, ont eu beaucoup de départs d'agents, puisque ça a été très long à traiter, et c'était notamment les collections archéologiques dans un dépôt, donc très long à traiter. Et en fait, il y a eu une vraie déprime des équipes. Donc, je voulais savoir, vous, 1 an après, avec vos équipes, comment ça se passe en termes de… Il me semble que vous êtes en plus chef de service, donc vous animez cette équipe. Comment vous gérez ça au quotidien, d'être dans un musée qui, comme vous le disiez, n'est pas totalement sorti encore du sinistre? C'est effectivement assez lourd. C'est un peu l'effet tsunami, hein. C'est-à-dire que à chaque fois, on croit qu'on avance sur un dossier, et puis finalement, c'est pas le cas. On se rend compte qu'il y a des petites perturbations qui arrivent sur des collections qu'on a évacuées, et puis qu'on n'a pas forcément vues au moment ou qui se sont révélées au fil du temps, par exemple. Mais c'est effectivement lourd. Après, là, on est sur alors, je ne sais pas par rapport à la Belgique ce qui s'est passé, mais nous, on est là sur à peu près 800 objets, comme je disais, répartis sur 3 sinistres. Ça veut dire 3 dossiers auprès des assurances. Ça pose des problèmes innombrables sur la gestion de ces objets, et on a quand même une vie au musée, une vie quotidienne. Il faut que ça avance. Et bon, là, il se trouve que les dégâts sont intervenus sur les collections antiques du musée d'histoire, sur les collections du musée des Docs. Donc, je suis un peu la personne centrale sur ces dossiers, et effectivement, c'est un peu lourd au bout d'un moment, parce que je ne peux pas non plus tout le temps dégager les collègues, ceux qui travaillent par exemple sur le BSBC ou d'autres, leur demander de trop travailler avec moi et de laisser tomber leur dossier là-dessus, donc parce qu'on a des projets d'expo, parce qu'on a des urgences qui tombent un peu tout le temps, et ce qui explique cet aspect effectivement long du traitement post-sinistre. Si je peux intervenir. Oui, par rapport aux fiches réflexes aussi, je voulais dire qu'on peut aussi se déconstruire, parce qu'il faut, et c'est comme les plans, il faut aussi adapter à son institution, à ses collections. Nous, par exemple, tout ce qui est timbre, ça n'existe pas. Une fiche réflexe pour du papier qui est gommé ou qui a un adhésif, ça n'existe pas. Donc, du coup, on avait pu travailler avec une restauratrice qui avait fait un stage donc, de fin d'études chez nous pour rédiger cette fiche réflexe aussi, et l'adapter aussi, ce qui nous semble pratique aussi. Par Pour nous, contre, voilà. c'est vrai qu'il faut adapter à ses propres collections, parce qu'on a tous des particularités, mais c'est vrai qu'on peut récupérer des modèles de mise en page, de pictos, de structuration, pour pas qu'il y ait trop d'écrits, parce qu'il faut que ce soit une fiche avec suffisamment d'informations, mais en même temps qu'il soit lisible très rapidement. Donc, c'est plutôt sur la structuration, pas forcément complètement sur le contenu, en effet, mais sur la structuration, c'est vrai qu'on peut quand même s'inspirer de modèles qui ont été testés avec des pompiers, etc., et pas repartir de zéro. Oui, alors, oui. Alors moi, ce que j'appelle fiche réflexe, c'est quelque part, c'est presque le second temps. C'est presque après les pompiers. C'est comment traiter les collections, les salles de repli avec les ventilateurs. Donc, c'est au moment où on peut intervenir aussi. C'est presque plus un document pour l'équipe interne que pour les pompiers, pour lequel on a beaucoup plus réduit, et c'est au plan et aux fiches œuvres, vraiment pour à cocher, quoi. Et là, pour le coup, on a gardé les mêmes normes, quelque part, qui commencent à se construire avec le C2RMF et tout ça. Je ne sais pas si c'est clair. Mais, Oui, oui, très clair. Est-ce qu'il y a encore une question?
dans le chat ou en prenant la parole? Oui, si quelqu'un veut lever la main pour une dernière question, peut-être. Puis après, ça sera l'heure de se quitter. Bon, eh bien, voilà, dans tous les cas, comme je vous disais, on vous mettra les ressources à disposition et puis je suppose que nos intervenantes se tiennent à votre disposition pour vous apporter des informations supplémentaires si besoin. Eh bien, merci à vous d'avoir assisté à cet échange et puis au nom de la FEMS, merci à la fois et puis à tous nos intervenantes pour ces riches échanges. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, au Merci revoir. beaucoup.